Bonjour, dans cette vidéo, vous allez tout apprendre sur le ratio de Sharpe, comment le calculer, à quoi il sert, ses avantages, ses défauts. Alors, le ratio de Sharpe, on le retrouve où? Eh bien, en général, on le retrouve sur certaines plaquettes de description de fonds, mais surtout sur les backtests de stratégie de trading. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors là, dans TradingView, eh bien, on l'a dans Performance Summary. On a le ratio de Sharpe. Et pour cette stratégie que j'ai pris au hasard, on a un ratio de Sharpe de moins 0,068. Donc c'est pas bon. La stratégie ne rapporte pas. Regardons une autre stratégie. Celle-ci rapporte avec un profit factor de 2,38. Il y a un ratio de Sharpe de 0,113 qui est faible également. Mais c'est un peu mieux. Et la troisième stratégie, voilà, elle rapporte un peu plus. Le ratio de Sharpe il est de 0,087. Le profit factor est assez faible. Voilà, mais déjà on peut comparer les trois stratégies par rapport au risque pris. Mais on voit surtout que, je vais revenir sur celle-là, les bons résultats de cette stratégie sont surtout dus à un trade qui est celui-ci. Et donc ça, c'est quelque chose que le ratio de Sharpe ne permet pas de détecter. Donc il faut toujours analyser en détail les trades d'une stratégie de trading. Voyons maintenant comment on calcule ce ratio de Sharpe. Alors le ratio de Sharpe, créé par William Sharpe en 1966, c'est un ratio qui permet de mesurer le rendement d'un investissement ou d'une stratégie de trading par rapport au risque encouru. Son calcul est relativement simple. On prend la rentabilité de l'investissement, on soustrait le taux sans risque, donc le taux d'un placement sur un livret, et on divise par l'écart type du rendement. On peut l'appliquer à une action, à la progression du prix de l'action, à un portefeuille ou à une stratégie de trading. Alors voici une illustration graphique du ratio de Sharpe. Alors si on prend deux axes, le risque en horizontal et le rendement en vertical, et on trace trois lignes qui correspondent au rendement d'une stratégie de trading ou un portefeuille. Ici, on a le rendement sans risque. Donc si le risque est égal à 0, eh bien on a ce rendement. Et plus le risque augmente, plus on a du rendement, avec trois lignes, avec trois pentes différentes. Si on cherche pour un risque donné le rendement, eh bien le rendement le plus haut, c'est la ligne C. Et de même, si à un rendement donné, on cherche le risque le plus petit, eh bien c'est sur la même ligne C, c'est le risque le plus faible pour ce rendement. En gros, le ratio de Sharpe, ça va être la pente de la ligne. Et donc plus il est élevé, mieux c'est. Si le ratio de Sharpe est inférieur à 1, l'investissement ne compense pas le risque pris. Après, il y a les valeurs entre 1 et 2, où là c'est moyen. Et entre 2 et 3, le rendement est considéré comme correct par rapport au risque pris. Or, cependant, il faut se méfier si, par exemple, dans une stratégie de trading, vous avez un fort ratio de Sharpe, il faut se méfier, ça peut être dû à un seul trade qui est exceptionnel et qui n'arrive pas tout le temps. Ce rendement fausse le ratio de Sharpe. On a l'impression que l'algorithme est bon, mais en fait, il n'est pas bon. Donc si on revient sur la formule, on a donc le rendement de l'investissement moins le taux sans risque. Donc c'est cette valeur sur l'axe ici qui correspond à un point sur la ligne, moins le rendement sans risque. Et on divise par l'écart type, on peut considérer que c'est une valeur sur l'axe horizontal, et donc on a plus ou moins la pente. C'est une interprétation approximative. On considère que le risque, c'est l'écart type du rendement. Ça veut dire que si le rendement moyen, qui est grand R, c'est le rendement qu'on attend, puisqu'un rendement moyen, ça va être l'espérance du rendement, la variance, c'est ce qui va dévier par rapport à ce rendement. En effet, si vous regardez ce graphique, vous voyez que la courbe rouge a beaucoup de variance. Cette variance, c'est la dispersion autour du rendement moyen attendu.
le rendement réel sur l'axe ici, il peut être très supérieur ou très négatif. Par contre, la courbe verte, elle a peu de variance. Elle varie peu autour du rendement moyen attendu. Voilà l'explication du ratio de Sharpe. Alors maintenant, je vous propose de voir comment le calculer en Python. Et ce qui va être intéressant aussi, comment télécharger des cours de bourse d'une action. Alors nous voici dans VS Code. Si vous voulez savoir comment mettre en place votre environnement de développement en Python, allez voir la vidéo dont le lien apparaît en haut de l'écran à droite. Je vous explique tout. Alors comment on calcule le ratio de Sharpe? Eh bien tout d'abord, on va importer NumPy. NumPy, c'est une librairie qui permet de faire des calculs sur des tableaux et des matrices, des calculs mathématiques. Et c'est une des principales librairies utilisées en data science avec Python. C'est une librairie de base. Il y a des librairies beaucoup plus évoluées pour la data science, mais c'est vraiment la base. Je ferai une vidéo spéciale NumPy pour vous expliquer les grandes lignes. Mais pour l'instant, on va juste créer un tableau, donc une liste, qui en mémoire eh bien, ressemble à ça en fait. C'est une liste qu'on initialise par un tableau Python. Dans Python, il y a des types standards qui sont par exemple des listes, et ça s'écrit comme ça. Alors au montage, je me suis quand même dit que j'allais vous expliquer ce qu'était un tableau. Donc on va prendre par exemple une variable, donc c'est un nom de données dans lequel on stocke des données, et on va initialiser un tableau. Alors ce tableau, ça peut être des chaînes de caractères ou des nombres. On les crée dans une structure qui est entourée de crochets, de square brackets. Voilà, on peut la manipuler et ben, on va l'imprimer, l'afficher sur la sortie. Voilà, donc on peut difficilement faire plus minimaliste comme programme. Je vais débugger. Alors pourquoi débugger? Eh bien, pour vous montrer comment la valeur est représentée en mémoire. Voilà, donc en mémoire, eh bien, il y a donc la longueur c'est 4, donc il y a 4 cases mémoire, indexées par un nombre, et souvent en informatique ça commence par le 0. Donc ça va de 0 à 3. 3 moins 0 plus 1, ça fait 4, ça fait la longueur 4. Et on a les valeurs à l'intérieur. Si vous voulez visualiser cette variable, quand vous débuguez un programme, vous avez parfois besoin de visualiser la variable. Alors soit vous mettez le pointeur de la souris dessus, voilà, c'est ce que j'ai fait, soit vous prenez la variable et vous l'ajoutez à watch, add to watch. Et ça apparaît ici. Voilà, donc si le panneau est compressé, ben vous l'expandez ici. Et on retrouve la valeur de ce tableau ou de cette liste. Voilà. Et en cliquant dessus, on peut voir le contenu. Et quand je l'affiche, eh bien, quand je fais un print, eh bien, ça me sort exactement la même représentation. Un autre type de variable, c'est un dictionnaire. Lui, c'est des accolades qu'on utilise et les valeurs sont nommées. On appelle ça des clés-valeurs. Je vais mettre en français. Clé 1. Et on les sépare par des virgules. La clé est séparée de la valeur par 2 points. Voilà, donc ça affiche la même représentation. Et si je débug mon dictionnaire, ça a l'air d'être la même chose qu'une liste, sauf que vous remarquez qu'il n'y a pas l'index. Il n'y a pas l'index, on dit que les valeurs sont indexées par les clés.
On accède aux valeurs du tableau en mettant l'indice. Par exemple, je vais afficher mes données, indice 1, et je devrais avoir 5. Et ensuite, je vais afficher mon dictionnaire. Alors, je tape sur la touche Tab pour compléter le nom de la variable. Donc mon dictionnaire. Et là, je mets décroché et je mets, par exemple, clé 1. Voilà. Et donc ça me renvoie 5 et 4. Si je mets clé 2, ça va me renvoyer hello. Voilà. On peut stocker des nombres et des caractères et même des objets. On verra plus tard ce que c'est un objet, une classe. Ces deux structures sont les structures de base, un peu évoluées, à part les nombres et les chaînes de caractères, du langage Python. Voilà, mais revenons à notre tableau NumPy. Donc on initialise un tableau NumPy avec un tableau Python qui représente les gains d'une stratégie de trading, les gains successifs, gains ou pertes. Bon, on utilise la longueur de ce tableau, c'est-à-dire le nombre de trades. Je vais corriger une petite faute d'orthographe. Voilà. Ok. Donc on prend le nombre de trades pour s'en servir plus loin. Alors ça c'est pas bien normalement en code. Il faut le mettre au plus près de son utilisation. Donc je vais le mettre là où on l'utilise. Voilà. On va calculer la moyenne des rendements. Donc les rendements, c'est les PNL des trades. PNL, c'est les gains et les profits. Donc on utilise pour ça une méthode, une fonction de NumPy qui calcule la moyenne arithmétique. On le stocke dans la variable moyenne. On va calculer après l'écart type. On utilise la fonction std. Et il y a un paramètre tdoff de 1. Et là, je vous ai mis l'explication. Donc ça permet de calculer un écart type sur l'échantillon et pas toute la population. On considère que c'est un échantillon. Voilà, bon, c'est un petit détail. Il faut le savoir. Ensuite, donc, on a notre nombre de trades. Et voilà, c'est un petit peu technique. La formule que je vous ai montrée précédemment, c'était donc la moyenne. On considère ici que le taux sans risque est nul. Donc on fait moins 0 en fait. Donc ça, c'est la formule qu'on avait, mais elle est unitaire, elle est par trade en fait. Pour la rendre globale, cumulée, enfin je sais pas comment dire, mais on verra ça, c'est plus facile à appréhender dans l'exemple suivant. Disons qu'on l'harmonise, on la met à l'échelle par rapport au nombre de trades et la formule c'est racine carrée du nombre de trades, on multiplie par la racine carrée. Et pour ça, on a une méthode np.sqrt. Voilà, donc on va exécuter ça. Et donc là, on a un ratio de Sharpe de moins 1,09. On regarde un petit peu pourquoi. Eh bien, j'ai mon moins 0,15 ici. Cette grosse valeur influence vers les valeurs négatives mon ratio de Sharpe. Si je mets un plus, je vais avoir un ratio de Sharpe de 0,51. Voilà, et si jamais je mets une très grosse valeur ici, donc ça va simuler un seul trade très très positif. Voilà, mon ratio de Sharpe, il passe à 1,08. Ça a donc faussé la valeur de mon algorithme qui est en fait un ratio de Sharpe négatif ou faible, si j'enlève le moins. Donc ça, c'est le calcul du ratio de Sharpe d'un échantillon ou d'une stratégie de trading. Voyons comment récupérer des cours de bourse et calculer le ratio de Sharpe d'une action, des cours d'une action. Alors pour cela, on va utiliser Yahoo Finance, Pandas et Matplotlib. Matplotlib, c'est une librairie qui permet de faire des graphiques. Et Seaborn, c'est une autre librairie. J'ai mis en commentaire le code associé. Voilà, c'est juste pour info. On va d'abord avoir une méthode qui va récupérer les cours de bourse.
Alors, une méthode, c'est une fonction. La méthode, c'est plutôt adapté aux objets, mais c'est la même chose. On abordera certainement la programmation objet avec Python un peu plus tard. Donc, une fonction se définit par le mot-clé def, comme définition. Il faut un espace. On met le nom de la fonction. En général, on met des underscores entre les mots. Et les paramètres. À la fin, on met 2 points et on va à la ligne. Tout le code qui est dans une fonction va être décalé d'une tabulation. Donc je vais appeler cette fonction. Alors ça s'appelle comme ça, par exemple. Je vais lui passer un code, la PG par exemple, et une date. Oui, j'oubliais, quand vous utilisez des imports, première fois, il va falloir que vous installiez la librairie. Donc si jamais Python vous dit qu'il ne trouve pas le module, dans un terminal que vous allez ouvrir, donc vous allez dans le menu terminal, vous faites New Terminal, ça s'affiche en bas normalement, vous allez taper pip install, par exemple Yahoo Finance, vous tapez sur Entrée, il va vous installer la librairie. Donc il faut faire ça pour Yahoo Finance, Pandas et Matplotlib, juste Matplotlib. Vous faites pip install Matplotlib. Et 6 bornes, c'est pas la peine. Donc on revient à notre fonction. Je vais définir un nom de fichier. Alors cette notation F avec des côtes vous permet d'insérer dans une chaîne de caractères une variable, ici code, donc ça va me faire un fichier dont le nom est le code de l'action .csv. On les retrouve ici. Voilà, il y a pg.csv, etc. Ensuite, on va essayer de lire le fichier. Alors on utilise pandas. PD, c'est le synonyme de la librairie, de tout ce qu'on importe de la librairie. Donc on va l'utiliser avec pd.quelque chose. Read.csv, c'est une fonction qui permet de lire un fichier CSV. On lui passe le nom du fichier et on lui dit que le header, c'est la première ligne. Alors, ce try except, c'est quoi? Eh bien, c'est une gestion d'exception. On va essayer de charger dans la variable data les données du fichier, puis si le fichier n'est pas là, eh bien, on va avoir une exception, c'est-à-dire une erreur, et on va passer dans ce code-là. Et à ce moment-là, on va télécharger les données depuis Yahoo Finance. On utilise la librairie Yahoo Finance, dont l'alias est YF, et appeler la méthode download avec le code et la date de départ. On va d'abord essayer. Je vais mettre un point de break. Dans cette colonne-là, on peut cliquer et quand il y a un point rouge, ça veut dire que le code qui s'exécute en debug va s'arrêter ici. Je vais changer le mnémonique ici. Je vais mettre KNSL. Voilà, je sauvegarde. Et je vais ici, je clique sur la flèche et je fais Python Debugger, debug Python file. Voilà, il me lance le programme en debug, en mode debug. Et donc il a exécuté cette méthode. Et j'arrive donc ici. Ensuite, pour exécution pas à pas, je clique sur cette icône-là. Pour continuer jusqu'à la fin du programme, je clique ici. Pour entrer dans une méthode, je clique là. Pour sortir, je clique là. Pour arrêter, je clique là. Donc je vais cliquer ici, où je vais taper sur F10. Voilà, je reclique, j'entre dans le try. Et je vais chercher un fichier dont le nom est knsl.csv. Alors je ne l'ai pas, il n'existe pas. Je vais avoir une exception. Voilà, on entre dans le code de l'exception. Alors il est important de tout indenter d'une tabulation supplémentaire, sinon il y a une erreur. Le code ne s'exécutera pas. Et là, je vais télécharger les données sur Yahoo. Voilà, donc j'ai récupéré les données. Alors c'est un peu illisible quand on met le pointeur de la souris dessus, c'est un peu illisible. C'est pour ça que je l'affiche ici. Voilà, et ça m'a téléchargé les données. Elles ont quelle tête? Eh bien, il y a une date, il y a open, high, low, close, le close ajusté, s'il y a des dividendes ou des splits,
et le volume. Alors Pandas, c'est une librairie qui crée des data frames. C'est un peu comme un fichier Excel en fait. Là, j'ai imprimé la data frame. Il m'a mis les premières données et les dernières. C'est pour ça qu'il y a un petit point ici. Et ça ressemble à une feuille Excel. Il y a des lignes et des colonnes. Cette instruction-là, elle va ajouter une colonne daily return. Et on va voir comment ça se passe. Je vais arrêter l'exécution du code. Je clique ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre un print data là. Et je vais réexécuter mon code en mode debug. Je clique ici. Voilà, suivant. Il ne trouve pas le fichier. Je le télécharge de Yahoo Finance. J'affiche les données. Et là, j'ajoute une colonne qui s'appelle Daily Return. Cette colonne, elle vaut quoi? Elle vaut la colonne clause ajustée. Et je calcule la variation en pourcent par rapport à la valeur précédente. Donc si je prends les données qui sont là, donc c'est cette colonne-là, ça va calculer cette valeur moins cette valeur, divisé par cette valeur et mis en pourcentage. C'est assez puissant. C'est un peu comme une fonction Excel. Donc je l'exécute et j'imprime les données. Et ça m'a ajouté une colonne Daily Return avec la variation en pourcentage. Alors on notera que N à N, là, ça veut dire not a number. Il n'a pas réussi à le calculer puisqu'il n'y a pas de valeur précédente. Ensuite, cette instruction, elle va sauvegarder les données dans un fichier. C'est cette instruction qui va créer mon fichier CSV. Voilà, alors pour avoir exactement le bon, toujours le même format, je relis le fichier. Voilà. Et là, je fais un return, c'est-à-dire que la fonction va renvoyer des données et j'enlève toutes les données qui sont not a number. Voilà. Ensuite, je vais créer une autre data frame data. Bon, elle porte le même nom, j'aurais dû le changer. Et cette data frame, elle va prendre uniquement les colonnes date, close et daily return. Pour bien vous le montrer, je vais l'arrêter à nouveau. Et je vais faire print data encore. Voilà. Et en plus, je vais vous montrer que cette fois-ci, on ne va pas passer par l'exception. Donc mon fichier knsl.csv, il est créé ici. Au passage, dans gitignore, j'ai ajouté étoile.csv pour qu'il ne soit pas mis dans la gestion de source. Donc je relance mon code, plus précisément mon programme. Voilà, et là je vais tenter de lire le fichier CSV et il va le trouver. Et je vais passer directement ici, c'est-à-dire je ne vais pas exécuter ce bloc de code. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je sors de la méthode et là je vais sélectionner les colonnes date, close et daily return. Et voilà. Ma data frame data maintenant ne contient plus que ces trois colonnes là. Alors il y a aussi une colonne là qui est l'index. Donc ça permet d'indexer les lignes. Voilà. J'avance dans mon code. Ensuite là, on ne va pas détailler tout ça. C'est assez compréhensible. Je vais créer un graphique pour afficher les cours de bourse de l'action. Je ne vais pas détailler, on fera une vidéo spécifique Matplotlib. Voilà, ça affiche le graphique. Et tant que le graphique est affiché, le code ne s'exécute plus quand on n'est pas en debug. Voilà, bon, je vais le fermer. Et ensuite, bien, on va afficher le résultat de notre calcul de ratio de Sharpe. Et pour ça, je vais aller dans la méthode pour voir comment on le calcule. Alors vous pouvez y aller directement en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur le nom de la méthode. Voilà, on se retrouve dans la méthode. Donc elle accepte deux arguments, data et un taux sans risque qu'on met par défaut à 0.
quand on met égal quelque chose, ça veut dire que ce paramètre est pré-renseigné et on n'a pas besoin de le mettre quand on appelle la méthode. Je peux revenir en arrière en cliquant ici. Quand je l'appelle, là, je ne mets pas de taux sans risque. Je mets juste la colonne daily return de data. D'accord? Quand je mets data avec crochet et le nom d'une colonne, ça me renvoie la colonne daily return. Tout comme là, ça m'avait renvoyé les 3 colonnes. Donc je reviens dans la méthode. Voilà, donc cette valeur, elle vaut 0 par défaut. Donc je calcule la variation moyenne par jour. Cette variation, c'est somme du tableau en fait de la série de données, de la liste. Sum, c'est une fonction qui est construite dans Python. Cette fonction va reconnaître le type de données, c'est une liste, et va faire la somme. Et je vais la diviser par la longueur des données, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette liste. C'est comme dans le programme de tout à l'heure. Donc ça nous donne la moyenne de chaque jour, la valeur moyenne de la variation de chaque jour sur l'action. Ensuite, je vais calculer l'écart type. Alors là, le calcul est fait à la main. On aurait pu utiliser NumPy. Voilà, on a le même calcul ici. On prend l'écart. Ça vous montre les détails du calcul. Il y a une petite astuce ici. Là, on utilise une fonction lambda. C'est un peu compliqué, on fera une vidéo là-dessus. Mais en gros, les crochets, là, ça veut dire qu'on va avoir une liste de valeurs. Et cette liste aura des éléments qui auront pour valeur x, qui est dans data. C'est ce qu'on a en argument ici. Moins la moyenne, c'est ce qu'on a calculé ici. Le tout au carré. Et on va le faire pour tous les éléments x de data. C'est la boucle ici, for x in data. Donc pour chaque élément x de data, on va calculer x moins moyenne, le tout au carré. Et on va le mettre dans un tableau. Et ensuite, on va faire la somme. Bon, n'ayez pas peur, on s'habitue. Et sinon, on peut utiliser la fonction np.std. Voilà, ensuite, on divise par n-1. Et l'écart type, c'est la racine carrée de ça. Donc c'est puissance en demi. Petit rappel de maths. Et on renvoie la valeur. Vous noterez que toutes les instructions de la méthode, définies par def et 2 points, sont annotées d'une tabulation. Donc on en était ici. Le ratio de Sharpe quotidien, c'est donc la formule qu'on a vue, c'est la variation moyenne par jour moins le taux sans risque, le tout divisé par l'écart type. Après, comme on veut le ratio de Sharpe sur une année, on va le multiplier par racine de 252. On considère qu'il y a 250 jours de cotation dans l'année. Donc ça, c'est racine carrée de 252. 252 puissance 1/2. Et voilà comment on a calculé notre ratio de Sharpe. Ensuite, on l'affiche en utilisant la notation F qui prend une chaîne de caractères entre double cotes, du texte, vous mettez ce que vous voulez, et des accolades, l'accolade ouvrante ici, l'accolade fermante ici, une variable, donc la variable c'est le résultat de l'appel de la fonction, il faut suivre, hein, à laquelle on passe le paramètre data daily return, qui est la colonne daily return de data, et on met 2 points, et puis plus loin, point 2f, ce qui formate le nombre. F c'est pour float, c'est un flottant, avec 2 chiffres après la virgule. Voilà, votre calvaire est terminé, et donc on va aller jusqu'à la fin du programme, donc continue, je clique ici, et ça m'a calculé un ratio de Sharpe de 1,68. Voilà, Kinsale a un ratio de Sharpe de 1,68 sur l'année 2023, ce qui est bon. Alors essayons avec Procter & Gamble. Je vais mettre l'affichage du graphique, non on va le garder. Je vais exécuter le programme. Voilà, PG varie beaucoup plus, enfin une variation plus grande.
et un ratio de Sharpe de 0,61 seulement. Ça veut dire que soit le risque est plus grand, soit la variation du rendement est plus grande, soit le rendement est inférieur. Essayons avec Microsoft. On constate que le rendement est plus élevé et que la variation a l'air plus faible. Et on a un ratio de Sharpe de 2,10. Essayons avec Tesla. C'est TSLA. Là, la variation est plus grande, on dirait. Et on a un ratio de Sharpe de 0,98. Essayons avec Apple. Alors là, je ne sais pas trop dire. On a 1,55. La variation me semblait assez élevée, mais le rendement est bon. Voilà, alors petite astuce également. Vous pouvez utiliser ce code dans un notebook Google Colab, mais il y a un moyen de l'utiliser dans VS Code à la façon Colab, par cellule. Donc c'est en ajoutant dièse, espace %% aux endroits où vous voulez faire des cellules. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. Et si ça fonctionne, il apparaît ce petit menu là. C'est pas moi qui ai écrit ça. On peut exécuter la cellule ici. Voilà, donc je vais cliquer sur Run Cell. Et ça va me lancer un panneau d'exécution interactif comme dans Notebook, donc Colab. Voilà, donc il me dit qu'il a exécuté import Yahoo Finance. Et le reste, sans doute, il doit mettre que le début. Je vais ensuite aller sur cette cellule. Voilà, il m'exécute le code. Normalement, il devrait m'afficher, voilà, je sais pas ce qu'il a fait, il devrait m'afficher le graphique. Et je l'ai dans quelque chose qui est interactif. Ensuite, j'exécute celle-ci. Et j'ai mon résultat. Voilà, c'est une petite curiosité. C'est pour simuler le comportement d'un notebook grâce à cette petite annotation ici. Voilà, donc je ferme ça. N'oubliez pas de committer vos changements. On va ici sur Source Control et je fais Commit and Push. Yes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a ouvert un comparatif de ce qu'il y avait avant et après. Et ce qu'il attend, si ça vous arrive, vous ne devinez pas ce qu'il faut faire, ce qu'il attend, c'est qu'il attend un commentaire. Donc j'ai oublié de le mettre ici. Et en fait, il m'ouvre un fichier. Et là, je dois mettre un commentaire. Donc je vais mettre calcul ratio de Sharpe. Voilà. Je sauvegarde et je ferme le fichier. Et là, il continue. Voilà, donc il m'a envoyé tout ça sur Git. Sauf les fichiers .csv. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est sûr qu'au début, Python, c'est compliqué. Mais voilà comment calculer le ratio de Sharpe. Vous pouvez essayer différentes valeurs. Pour vous faciliter la tâche, on peut aussi demander à Python de vous poser la question quel code vous voulez utiliser. Donc on va le faire. On va taper input code égale input quel code voulez-vous tester? Point d'interrogation. Et on va mettre la valeur ici. Peut-être écrire français, enfin français, on va écrire correctement, disons. Voilà, j'exécute mon code. Donc il me pose la question, quel code voulez-vous tester? Et je mets, qu'est-ce que j'ai pas déjà mis? JNJ. Et voilà, il m'a récupéré les cours de JNJ. Et le ratio de Sharpe est de moins 0,45. Pour relancer le programme, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous cliquez sur la flèche du haut
la flèche vers le haut, et vous avez l'instruction qu'il faudrait utiliser dans un point BAT, ou point CMD, pour exécuter votre programme sans passer par VS Code. Donc je fais Entrée, il me réexécute le programme, et je vais mettre LLY. Voilà, donc là, à mon avis, le ratio il va être bon là. Effectivement, on a 2,33. Voilà, vous pouvez faire joujou avec ce programme. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien vers ces deux codes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.